This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit 1 million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer. Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et témoignages variés. Je suis Marie et j'ai décidé de ne plus être sage et de parler fort, dénoncer, partager et surtout créer du lien. Si vous me suivez sur Instagram, mon pseudo est Marie la Graine. C'est un peu cela, Sois sage et parle fort. Semer des graines et voir si ça donne quelque chose, si ça apporte à d'autres. Que tu débarques tout juste ou que tu m'écoutes depuis plusieurs épisodes, merci de faire exister ma voix et les personnes que je reçois ici. Aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie d'une femme, d'une maman de 2 enfants et enseignante dans la vraie vie. Sur le monde internet, elle écrit sous le pseudo Madeline sur son blog et sur son compte Instagram Madame Captain. Je suis tombée sur son article grâce à une abonnée qui me l'avait envoyé alors que je m'interrogeais sur les risques de la tendance éducation bienveillante et positive. Son article s'intitule Aliénation des mères 2.0, adieu. Et je vous recommande absolument de le lire. Alors voilà comment j'ai découvert Madame Captain, qui écrit autant sur la parentalité que sur le sexe, sur la libido des parents ou le burn-out postpartum, sur la pénétration après grossesse ou le cododo, bref, 2 univers intrinsèquement liés, on ne peut pas le nier, et pourtant souvent passés sous silence par les principaux concernés. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'éducation positive sous un angle un peu différent. Il n'est pas un jour sans qu'on lise un article parentalité qui s'insurge contre les violences ordinaires et encourage les parents à toujours voir le verre à moitié plein de manière joyeuse et sereine, même si les gosses viennent de dégommer la cuisine, fait des coloriages sur tous les murs du salon tout en refusant de s'habiller alors que c'est l'heure d'aller à l'école depuis 1 heure. Des articles qui te vendent la parentalité comme un monde merveilleux fait de petits papillons roses et de coopération avec l'enfant. Revenons-en aux bases. La parentalité positive est née dans les années 80-90 en remettant complètement en cause l'autoritarisme d'antan, prohibant punitions et sanctions et appuyée par des études en neurosciences. Très difficile de remettre en question un courant qui promeut le meilleur pour l'enfant. Et encore, qui oserait dire « Ah bah non, moi je fais de l'éducation négative ». Sauf que ces théories sont très culpabilisantes pour les parents, comme des recettes de cuisine à appliquer stricto sensus. À titre d'exemple, dans l'un des livres de la célèbre Isabelle Filiosa, on peut lire qu'une fois la consigne énoncée, un seul mot permet de la rappeler. Évitez donc de mobiliser la rébellion en donnant un ordre. Autre exemple, dans l'ouvrage Il me cherche, Isabelle Filiosa propose aux parents de jouer chaque matin avec l'enfant avant de partir à l'école, au moins 10 minutes. Et je cite, « Un jeu dès le matin entraîne une réduction considérable des plaintes dans la suite de la journée. Les enfants jouent plus volontiers et plus calmement ensemble quand ils ont joué avec un parent le matin et que leur réservoir est donc bien plein. Jouer avec un enfant en se montrant attentive à ses émotions, interagir avec lui, a une incidence sur le niveau des hormones de stress dans les urines de l'enfant. » Ah bah quand même! Concrètement, si vous êtes parent, vous avez le temps pour jouer avec votre enfant chaque matin, tout en faisant en sorte qu'il ait mangé, qu'il soit prêt et à peu près propre et lavé. Je ne suis pas sûre que tous les parents puissent être capables de faire ça, mais encore une fois, je ne suis pas encore mère, donc qui sait, peut-être que j'aurai ce fabuleux pouvoir. En tout cas, les conséquences sont là. Nombre de parents vivent des burn-out, sont épuisés de cette course à la perfection, de la peur de mal faire, de ne pas faire le meilleur pour l'enfant, la culpabilité de craquer parfois aussi, et puis enfin, rappelons-le, un business juteux. Comme tout courant qui a ses adeptes, il y a aussi les gourous, qui n'auront pas du tout à craindre la banqueroute. Sur Internet, on retrouve rapidement des blogs de parents improvisés coach en parentalité positive, et les conférences basées sur les livres de Filiosa sont toutes franchisées. Un beau marketing qui a même vu des marques déposées fleurir, idem avec les lois naturelles de l'enfant, paru en 2016, qui déclare par exemple que lorsque nous avons une attitude bienveillante, alors les neurones de son hippocampe foisonnent et de nouvelles connexions neuronales apparaissent. J'aime aussi beaucoup la phrase de Sarah Chiche,
psychanalyste, qui dit que l'enfant est devenu le signe extérieur de la réussite de ses parents. Et la société du toujours plus n'arrange rien, le burn-out parental n'est pas à prendre à la légère et les réseaux sociaux avec mise en scène parfaite n'aident clairement pas. Alors aujourd'hui, nous ne parlerons pas que des déviances, mais surtout du vécu concret de Madeleine, qui est aussi passée par cette tentative impossible de suivre les gourous de l'éducation bienveillante. Et surtout, nous parlerons à tous les parents en devenir ou actuels qui se posent peut-être la question: que dois-je faire? Que devrais-je penser? Qui écouter? Bienvenue à toi, Madeleine. C'est à toi. Je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et que fais-tu dans la vie. Merci Marie. Alors mon nom de plume c'est Madeleine, Madeleine Captain. J'ai pris un nom de plume sur les réseaux sociaux pour garder l'anonymat car je suis enseignante et je tiens un blog qui parle parentalité et sexualité. Même si actuellement je suis en congé parental, je n'aimerais pas que mes élèves ou même parents d'élèves découvrent ce blog. J'ai 31 ans, je suis en couple avec mon mari depuis 10 ans. Nous avons 2 enfants, Mini Captain qui a 6 ans et Bébé Sourire qui a 1 an et demi. J'ai été élevée en plein air, en plein Gers, et je suis issue d'une famille modeste où nous sommes 2 filles. J'ai donc une grande sœur. Voilà pour le contexte. Tu as donc 2 enfants qui sont 2 petits garçons, si je ne me trompe pas, Bébé Sourire et Mini Captain. Madame Captain, pourquoi ce compte? De quoi tu parles dessus? Et depuis combien de temps tu écris sur ces sujets? Alors, j'ai créé mon blog et le compte Instagram associé à la base par grosse frustration, il faut le dire. Mon mari est sex-blogueur, il fait des revues de sextoy, donc depuis 4 ans. Quand il a lancé son blog, j'ai essayé de l'inciter à parler sexualité plus généralement et pas seulement sextoy. Mais concrètement, pour lui, c'était trop loin de sa zone de confort. Alors, un soir, ou pour la énième fois, je lui disais « Mais si, écris un article sur la sexualité !» Il m'a soufflé l'idée de créer mon propre blog. Et comme je me sentais pas forcément légitime à ne parler que sexualité et que j'avais envie aussi de parler du reste de ma vie, de la sexualité au milieu de la vie au final, j'ai créé mon blog, Madame Captain. Et ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'écris donc sur la sexualité, la parentalité, la vie en général de couple, de parents. Quand tu m'as dit que ton mari tenait un blog de tests de sextoy, mais genre, je trouve que c'est tellement encore à contre-courant de tout ce dont on peut entendre en fait, que je trouve ça fabuleux. Pour avoir moi-même écrit un article de test de sextoy au féminin, dans le cadre de mon travail, j'avais trouvé ça super drôle et j'étais tombée en fait dans mes recherches sur des blogs de tests de sextoy, mais j'imaginais pas que ça existait avant de moi-même faire la recherche pour voir si ça existait en fait, des testeurs de sextoy. Et si c'est pas indiscret, pourquoi il voulait pas écrire sur la sexualité? Donc lui, il fait que des tests de sextoy et c'est venu comme ça. Alors en fait, il veut pas écrire sur la sexualité parce que déjà quand on voit son blog, on se doute de sa sexualité. C'est quelqu'un qui aime le sexe anal pour lui, qui adore la stimulation prostatique. Au final, il estime que à travers les tests de sextoy, il en parle assez. Et il a du mal à se positionner sur la philosophie autour de la sexualité. Même si lui, il est très sex positif quand on parle en direct avec lui, il a aucun problème à donner des conseils quand il y a des gens qui viennent lui envoyer des MP sur Instagram, ça lui pose aucun souci. Mais poser une réflexion écrite sur tout ça, c'est un peu trop en dehors de son esprit scientifique et cartésien. Comme tu disais, tu parlais des textures, de mettre une note au sextoy, lui, c'est tout ça, avec une touche d'humour, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, même si des fois, ça plaît pas à tout le monde. Et je suis plus celle qui intellectualise tout ça, on va dire. Chacun a son rôle bien défini dans le débat autour de la sexualité, mais c'est plutôt complémentaire finalement. Du coup, on va parler ensemble de ta vision de la parentalité et de ce par quoi tu es passé en fait jusqu'à te faire pas mal d'ennemis sur les réseaux parce que tu critiques certaines déviances qui ont lieu dans les médias, en société, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux. Peux-tu rappeler pour ceux qui nous écoutent de quoi il s'agit quand on parle de parentalité bienveillante et respectueuse? Voilà, en quelques mots, nous dire de quoi il s'agit au sens commun du terme. Alors, en fait, l'éducation qu'on appelle bienveillante, positive, respectueuse, c'est tout simplement une éducation sans violence physique et psychologique. Tout simplement, on part du principe que l'enfant est une personne et que comme toute personne, il mérite d'être traité avec respect et sans violence. Il est vrai que certains courants de ce courant-là vont peut-être un peu loin, voire beaucoup trop loin. Et j'étais tombée sur un article, en fait, avant de te connaître, sur justement les cas de burn-out parentaux, parce qu'en fait, les parents n'en peuvent plus, en tout cas pour certains, de ne pas savoir quoi faire et de se sentir complètement laissés de côté, ou en tout cas incapables de suivre ce qui est soi-disant le meilleur pour l'enfant. À ton avis, et selon toi, depuis quand est-ce qu'on en entend autant parler et qui est à la tête de tout ça et comment ça se manifeste dans la sphère publique?
Alors, bon, moi, je suis pas experte sur le sujet de l'éducation. Du coup, je peux juste parler de ma propre expérience. Je suis tombée enceinte en 2013 et mon grand est né en 2014. Et ça tombe bien puisqu'en 2013, c'est là où Fioza a publié ses best-sellers sur l'éducation. Et 2014, c'est l'année où Guéguen sortait aussi son livre pour une enfance heureuse. Du coup, la sortie de ces livres a vu proliférer des forums et des groupes Facebook sur la parentalité. Il y a eu notamment la création de l'association Stop VO. Donc VO, c'est violence éducative ordinaire, qui est en lien avec l'Observatoire des violences éducatives ordinaires. Des documentaires qui sont sortis dans la même époque, notamment je pense au documentaire de Marion Cuerck, qui du coup, il faut le savoir, n'a aucune expérience ni en parentalité, ni en psychologie, ni en journalisme. Ça met un peu ces documentaires en perspective. Je pense que ça a culminé quand une liste des violences éducatives ordinaires est sortie, portée par un groupe Facebook duquel a émané l'association Stop VO. D'accord, je comprends mieux. Concrètement, cette association Stop VO, elle existe toujours? Oui, elle existe toujours et elle milite contre les violences faites aux enfants. Concrètement, c'est un combat qu'il faut mener parce que moi, en ma capacité d'enseignante, malheureusement, chaque année, j'assiste à des violences intrafamiliales. Enfin, j'ai des élèves dans mes classes qui vivent des violences intrafamiliales contre lesquelles il est important de lutter. Quand tu es mise face à autant de contenu en rapport avec une éducation d'une certaine manière, tu es forcément beaucoup plus sensible à ces sujets-là. Dans ces groupes Facebook, est-ce qu'il y a des choses qui sont, on va dire, peut-être exagérées? Ah bah oui, notamment dans cette liste des violences éducatives ordinaires, on retrouve donner un surnom à son enfant, au même titre de le frapper. Ah oui. Le problème, c'est le manque de nuances, en fait, dans tout ce courant. Par exemple, tu vois, il suffirait de compléter donner un surnom péjoratif à son enfant. Par exemple, ce que je vais dire, c'est un peu vulgaire, pardon, mais pour l'avoir vu à la sortie du collège, un papa qui appelle son petit 6e, là, et qui fait « Eh, trou du cul, je suis là !» Bon, voilà, ça, par exemple, on est d'accord que c'est... Voilà. Comme dans tout groupe militant, et je dis bien le mot militant, il y a toujours dedans des illuminés. Et quand il y a beaucoup d'illuminés, ça fait pas des bons résultats en général. Toi, du coup, comment tu t'es retrouvée face à ça? Alors moi, j'ai été complètement prise au piège dans tout ça parce que, comme tu le disais au début, quand on te parle de parentalité positive, ça veut dire qu'il y a une parentalité négative. Quand on parle de parentalité respectueuse, ça veut dire qu'il y a une parentalité qui ne respecte pas. Pareil avec le terme bienveillant, ça veut dire que quelque part, il y a une parentalité malveillante. On veut bien faire quand on va devenir parent. On est tous des parents bienveillants dans l'âme, quelles que soient nos pratiques. Je suis issue d'une famille où mes parents se sont séparés, où la séparation a été un peu violente. Ma sœur et moi, été instrumentalisés dans la séparation. Et du coup, je pense que le premier piège, c'est le manque de confiance en soi. Quand on est encore un peu immature, parce que du coup, j'ai eu mon premier enfant assez jeune, j'avais 25 ans. À cet âge-là, on est entre l'adolescence et vraiment l'âge adulte. Et du coup, j'étais encore une enfant par rapport à mes parents. Je m'étais pas forcément positionnée en tant qu'adulte. J'avais pas forcément la maturité pour me positionner d'égal à égal avec eux. Du coup, je me posais plein de questions sur comment je fais pour pas faire revivre à mes enfants ce que moi j'ai vécu, pour faire autrement de ce que j'ai pu subir enfant. Je veux pas refaire la même chose, mais je ne sais pas comment faire autrement. C'est là où, en fait, c'est la porte ouverte à toutes les jolies dérives de la parentalité bienveillante. C'est-à-dire qu'on commence à chercher des livres, à chercher des parents qui sont dans la même démarche que nous, qui pensent comme nous, qui sont confrontés aux mêmes obstacles que nous, à savoir beaucoup l'entourage aussi et le regard extérieur. Voilà, quand on ne dit pas non à son enfant, quand on est dans le maternage proximal, on est un peu en dehors de la norme entre guillemets. Et du coup, on cherche à se rapprocher de personnes qui sont sur le même chemin que nous. Ça crée de l'entre-soi, ça crée du biais de confirmation à gogo, parce qu'au final, dès qu'on dit « Ah oui, j'ai vécu ça aujourd'hui », tout le monde dit « Ah oui, moi aussi, mais moi dans ces cas-là, je fais comme ça, je fais comme ça ». Et on a de moins en moins de recul sur ce qui est bien ou pas pour nous, pour nos enfants. Et on rentre dans une espèce de cercle vicieux qu'on prend au début pour un cercle vertueux. Très concrètement, quand on y est dedans, on se rend même pas compte de la dérive, où du coup, on est encouragé à devenir hyper spécialiste du développement de l'enfant, avec cet argument très culpabilisant de à l'ère d'Internet, si on est ignorant, c'est qu'on le veut. Et du coup, petit à petit, ça abîme l'instinct parental qu'on peut avoir. Ça nous abîme nous, ça peut abîmer notre conjoint, ça peut abîmer nos enfants aussi. Parce qu'au final, c'est un courant, quand tu citais Fioza en introduction, parce que c'est totalement ça, c'est un courant qui est assez validiste, qui est fait pour des parents qui ont la disponibilité d'esprit, de se poser la question sur comment j'éduque mes enfants, qui ont la ressource émotionnelle, cognitive, mentale d'aller chercher ailleurs, qui du coup sont valides eux-mêmes et qui ont
des enfants valides. Parce que quand on lit sur certains blogs, sur certains comptes, sur certains groupes, que soigner son enfant est une violence, fait partie des violences éducatives, clairement, ces parents-là n'ont pas d'enfants avec une maladie ou un handicap qui nécessite des soins dont on ne peut pas se passer. Ah oui, bien clairement. Moi, ça me fait penser à certains extrêmes ou certaines religions, tout simplement, plutôt dérives sectaires, qui prônent qu'il ne faut pas prendre de médicaments ou pas soigner, etc. Bon, c'est encore un autre délire, mais ça peut aller très loin et malheureusement, comme tu le soulignes très bien, à partir du moment où on adhère à des courants qui sont hors de la norme et que l'on trouve du réconfort et du soutien auprès d'autres personnes qui essayent de suivre cette autre norme, on retrouve une validation, comme tu le disais très bien, un biais de confirmation où, ok, je m'abonne du coup à des contenus sur les réseaux sociaux qui prônent la même chose, je lis des contenus qui valident ce en quoi je commence à croire, je m'intéresse à des bouquins qui ne prônent que ce que je pense déjà être bon, et du coup, en fait, je m'enferme dans un milieu, j'y crois, et en plus de ça, je me mets à influencer malgré moi d'autres parents qui étaient peut-être jusque-là protégés de ce cercle-là. Et c'est comme ça que, par exemple, je tombe régulièrement sur des influenceuses très connues, très parentalité, etc., qui ont l'image de la mère parfaite, du couple parfait, aussi soudé qu'au premier jour, dont les enfants sont toujours souriants, veulent toujours bien s'habiller, veulent toujours jouer, sont toujours rigolos. Bon, des fois, ils font des petites chouineries, mais rien de bien méchant. Et où ils arrivent toujours à collaborer avec l'enfant pour lui faire entendre raison alors qu'ils ont 3 ans et demi. Ces personnes-là ont une responsabilité dont elles n'ont peut-être pas conscience vis-à-vis de tous les parents qui voient leur contenu. Et pourtant, les impacts sont bel et bien là, au même titre qu'en fait, n'importe quelle dérive sectaire. J'en parlais dans l'épisode sur le crudivorisme. Ça n'a strictement rien à voir, mais pourtant, c'est une dérive d'un courant qui n'est pas forcément validé par la science et qui pourtant fait énormément d'adeptes et beaucoup d'argent aussi derrière à ceux qui deviennent coachs spécialistes de ça, mais c'est un peu la même chose. Toi, du coup, concrètement, comment ça s'est manifesté avec ton enfant? Alors au début, en fait, pendant la grossesse, j'ai beaucoup lu. Du coup, je me suis abreuvée, ça tombait bien, hein, Philosophe venait de sortir ses livres, du coup, je m'en suis abreuvée. Quand je me pose une question sur un sujet de manière générale, j'aime beaucoup lire des ressources là-dessus. Et du coup, j'ai commencé par lire beaucoup, par me poser des questions, beaucoup. Interroger mon homme aussi sur comment il concevait qu'on allait faire, est-ce qu'il était d'accord avec moi, est-ce que voilà. Et du coup, lui, ça l'a beaucoup perturbé au final parce qu'il se posait moins de questions que moi, il était plus instinctif. Et après, ça s'est concrétisé par ce qu'on appelle le maternage proximal. Donc le maternage proximal, c'est aussi une grosse dérive de ce mouvement de parentalité bienveillante. Et ça repose sur une moisissure argumentative très simple qui est l'appel à la nature. Attends, je connais pas le mot maternage. Attends, vas-y, redis parce que je connais pas ce mot. Maternage proximal, donc en fait, ça repose sur l'argument que la nature est bien faite et qu'un bébé, quand il naît, il a besoin de sa mère, essentiellement de sa mère. Donc, il faut le porter, l'allaiter, dormir avec lui. Il faut revenir à ses instincts primitifs d'animal, pour résumer très, très grossièrement. C'est la mère qui est encore plus responsable d'être collée H24 à l'enfant. C'est exactement ça. Au final, le maternage proximal, c'est assez essentialiste au point de vue féminisme, au point de vue de la femme. C'est-à-dire que la femme est mère et c'est à elle de réconforter l'enfant. C'est elle qui a porté l'enfant dans son ventre. Du coup, c'est à elle de tout prendre en charge de son nouveau-né. Donc forcément, c'est un courant au sein duquel il faut allaiter, il faut porter, attention, en écharpe, pas dans n'importe quel porte-bébé qui sont pas physiologiques parce qu'il y a tout un tas de normes à respecter. Il faut faire du cododo parce qu'on nous explique que le cerveau de l'enfant est immature et que du coup, il comprend pas d'être seul et qu'il n'est bien que porté au creux de sa mère avec la chaleur, les battements de son cœur, son odeur. Et après, le maternage proximal, au fur et à mesure que l'enfant grandit, évolue aussi. Donc l'allaitement, on parlera de sevrage naturel, qui signifie le sevrage quand l'enfant décide de se sevrer. Si l'enfant décide de se sevrer à 12 ans, il faut allaiter jusqu'à 12 ans. On parlera de diversification menée par l'enfant. Jamais des purées, les purées c'est tabou. On parlera aussi de l'hygiène naturelle infantile. Il faut se passer de couches, en gros. Alors même si maintenant le discours devient plus mesuré, mais à la base c'est quand même ça. Si tu n'allaites pas, c'est une violence. Si tu fais dormir un bébé dans son lit, c'est une violence. Si tu le mets dans une poussette et que tu ne le portes pas, que tu romps le contact avec lui, c'est une violence. Et du coup, au final, tout ce qui ne répond pas à l'instinct primitif animal de l'humain est considéré comme une violence. Mais alors attends, tout ce que tu dis, j'en entends parler tous les jours, l'allaitement, etc., la diversification menée par l'enfant, mais c'est des choses qui ont des mots tellement puissants que tu finis par te dire, mais en fait, c'est véridique, c'est peut-être bien.
Moi, la première, j'ai dû choisir des lits de cododo pour un article qui en parlait. Et si tu veux, ça semble tellement bien présenté et tellement bien vendu et bien vendeur que tu te dis, bah oui, c'est peut-être pas si mal. De tout ce que tu dis là, ça veut dire que tout est bon à jeter ou qu'il y a des choses à prendre avec un degré médium? Alors, tout n'est pas à jeter, évidemment, mais ça veut dire qu'il faut faire attention à soi et à son enfant en premier. Je vais prendre l'exemple de ma nièce. Ma nièce, elle est autiste. Elle a 12 ans aujourd'hui. Et déjà, à l'époque, ma sœur, voilà, voulait pratiquer le cododo. Je lui avais offert une écharpe de portage à la naissance de ma nièce. J'avais, voilà, déjà, à l'époque, c'était moins prégnant, mais ça existait déjà. Ma nièce n'a jamais supporté être portée. Elle a refusé de prendre le sein parce qu'elle supportait pas le contact physique. Et le cododo, ils ont arrêté très rapidement parce qu'en fait, elle supportait pas de dormir avec ses parents. Elle avait besoin de dormir seule. Elle dormait mieux seule, elle acceptait mieux de se nourrir au biberon, elle était plus heureuse dans sa poussette. Donc c'est pas que tout est à jeter dans le maternage proximal et dans la parentalité bienveillante. Le souci, c'est qu'on nous présente ça à grand renfort d'arguments scientifiques d'ailleurs, en disant oui, il y a des études qui prouvent que, on nous parle de néocortex, on nous parle d'immaturité de l'enfant, on nous parle d'études qui ont prouvé que, on nous parle de cortisol dans l'urine des enfants, enfin voilà, on rend le discours scientifique. Du coup, c'est véridique ou c'est exagéré et c'est des sources un peu floues? Alors, c'est pas que les sources sont floues, mais c'est que c'est exagéré, déformé, amplifié. Au fur et à mesure que le discours se propage, on répète les arguments en boucle sans forcément vérifier. Et il y a une blogueuse, Marie, du blog Petite Rivière Grand Ruisseau. Elle est dans le scientifique. Donc, elle a repris justement une étude qui parle justement des violences et de l'effet délétère que ça a au niveau physiologique sur les enfants. Et en fait, cette étude a été menée sur des souris, voilà, déjà. Et elle a ressorti justement sur la question des VO le questionnaire qui est posé aux enfants. Et en fait, l'étude et le questionnaire sont basés sur des enfants maltraités, violentés au sens criminel du terme. C'est-à-dire que tu fais la même chose à des adultes, c'est la même violence. Et le groupe de référence, donc le groupe pas maltraité, ben, c'est un groupe d'enfants à qui on dit quand c'est l'heure de se coucher, qu'on oblige à brosser les dents, à qui on donne des petits surnoms mignons, enfin voilà, tout ce qui est décrit en termes de VO, au final, c'est le groupe référence comme pas maltraité, versus le groupe maltraité qui subit vraiment des violences. Et son article, pour ça, il est très bien, parce que du coup, elle remet les études qui sont citées à tort et à travers dans leur contexte. L'étude sur le cortisol, elle a été faite en séparant des rats qui venaient de naître de leur mère, sachant du coup que l'organisation de hiérarchie parentale chez les rats, il y a que la mère qui s'en occupe, et c'est même pas communautaire, c'est même pas grégaire, il n'y a pas les autres comme les lionnes qui s'occupent toutes des lionceaux. Chez la souris, c'est pas du tout le cas. Donc, on sépare un souriceau de sa mère, on sépare un souriceau de tout. Et donc, c'est pas comme chez les humains non plus, où il y a plusieurs personnes qui interagissent avec les bébés. Et sur les VO, voilà, elle a dit, mais ça, c'est le questionnaire des enfants maltraités, vraiment maltraités. Pas je t'ai appelé mon choupinet, je t'ai dit maintenant il faut te brosser les dents, t'as plus le choix. Donc c'est pas que les études elles existent pas, mais c'est que à force que le discours soit répété, déformé, amplifié. La conclusion finale des études en devient presque fausse parce que dire que le cododo c'est forcément bon pour l'enfant, bah non en fait. Non, pas pour tous les parents, pas pour tous les enfants, pas à toutes les périodes et pas de la même manière partout. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que finalement, la déformation des études scientifiques, ça je pense que c'est généralisable à quasiment tous les livres, qui te mettent à la fin voir étude machin. Il y a combien de pourcentage de gens qui lisent le livre qui vont aller fouiller l'étude, la traduire pour aller regarder ce qui s'y dit dedans concrètement? Pour certains épisodes où j'avais besoin de ressources scientifiques à faire ce travail de déconstruction de l'étude pour aller fouiller qui l'avait fait, pourquoi, comment, bah c'est pas une mince affaire, mais ça permet de remettre les choses dans leur contexte parce que tu te rends compte que entre ce qui est écrit, la petite ligne dans le livre qui te dit le cododo c'est la bonne chose à faire. Quand tu lis les articles vraiment scientifiques, tu te rends compte que c'est pas si clair que ça, surtout quand c'est fait sur des rats. Mais du coup, toi, est-ce que tu t'es rendu compte que tu absorbais complètement ça? Est-ce que tu as vraiment fait du coup du maternage proximal? Ah mais à fond, je suis tombée dedans à fond. J'ai fait du cododo, j'ai allaité mon grand jusqu'à presque 5 ans. Je n'utilisais pas de formule négative parce qu'on t'explique aussi que oui, l'enfant, son cerveau est immature. Si tu dis ne touche pas la voiture, il va entendre toucher voiture et puis il va tester pour savoir s'il peut ou s'il peut pas parce qu'il comprend pas la négation. Donc j'ai passé des années, mais vraiment des années, à appliquer tout ça. Je disais pas non, je disais stop. Je suis tombée à fond là-dedans et j'ai pratiqué avec force de conviction en plus, parce que j'étais convaincue que grâce à ça, mon enfant grandirait en se sentant aimé, en se sentant respecté, en se sentant en sécurité. Et je suis vraiment tombée à fond là-dedans. Il avait le petit lit au sol Montessori. On avait une poussette, mais c'était juste une poussette d'appoint parce que je le portais tout le temps. Même quand on devait partir longtemps, il était tout le temps porté en écharpe.
J'ai investi dans des écharpes. Là aussi, c'est une vraie industrie lucrative, le portage, parce que la moindre petite écharpe, ça coûte déjà une bonne centaine d'euros, voire quelques centaines d'euros. J'ai vraiment sombré là-dedans à fond. En plus, évidemment, ma famille n'a pas osé trop intervenir parce que je suis quelqu'un qui a un très fort caractère. Ma belle famille a émis des jugements assez assassins qui, du coup, au final, m'ont conforté dans ce que je faisais parce que je me disais, ah mais oui, mais eux, de toute façon, c'était une famille V et O, donc je vais pas écouter leurs conseils parce que je veux pas faire comme eux. J'en suis venue à un degré tel que je me posais constamment la question, est-ce que ça, c'est une violence éducative ordinaire ou pas? Là, c'est l'heure du bain, il est en train de jouer. Si je lui dis, allez, on va au bain, du coup, je l'influence parce qu'on part pas de son impulsion intrinsèque d'avoir envie de se laver. Donc, du coup, je vais l'influencer. Est-ce que c'est une violence? Est-ce que c'est pas une violence? Il a pas envie de se savonner, mais en même temps, il a traîné par terre, donc il faut quand même que je le savonne. Est-ce que je transgresse son consentement ou pas? On se rend pas compte parce que au début, quand on y rentre, on se dit, c'est du bon sens. L'enfant est une personne, il faut le respecter. Comme je disais tout à l'heure, on finit par être dans de l'entre-soi, favorisé par l'algorithme des réseaux sociaux d'ailleurs. Plus on aime un contenu, plus les réseaux sociaux ne nous montrent que ce contenu. Au final, on se retrouve à s'enfoncer de plus en plus là-dedans. J'étais dans la question permanente de est-ce que ça c'est une violence ou c'est pas une violence? Du coup, à mon échelle, j'ai aussi participé à la propagation de ce dogme éducatif, parce que j'en parlais avec mes copines. Je disais, tu vois, là, t'as crié, tu devrais pas crier, parce que du coup, ton enfant, ça le met dans un état de sidération, parce qu'il comprend pas, c'est violent. Enfin, tout ce qu'on peut lire, je l'avais bien intégré, et du coup, je le régurgitais très proprement. Ce qui est intéressant, c'est que tu as réussi surtout à te remettre en question. À partir de quel moment ça a craqué? Enfin, il y a bien eu un moment où tu as dû vriller dans ta tête. Genre, tu t'es dit non, c'est pas possible. Là, je pète un câble parce que je me rendais pas compte. Mais c'est vrai que si ça prend des proportions dans le détail, mais tu devais être dans un état de souffrance et de fatigue et d'épuisement mental et physique qui devait être impressionnant. Comment est-ce que vous vous en êtes rendu compte, toi seul ou à deux peut-être, qu'il y avait un problème et par où tu t'en es sorti, quoi? Alors déjà, même si je voulais pas me l'avouer, j'en ai eu quand même conscience assez rapidement, vers ces 2 ans, 2 ans et demi, qu'il y a quelque chose qui allait pas. J'ai cherché à consulter une pédopsie, mais j'ai cherché une pédopsie qui jugerait pas le maternage proximal. Via des groupes de parents de ma ville, j'ai atterri chez une pédopsie, mais qui était totalement dans le dogme elle aussi. Elle, son enfant l'a frappée, elle avait renoncé à faire un deuxième enfant à cause de ça, d'ailleurs, parce que, ah oui, quand même, c'est de l'énergie. Et elle nous expliquait que c'est normal s'il tape, s'il est agressif, s'il supporte pas la frustration. Il faut savoir que moi, Mini Captain, du coup, en ce moment, on est sur un parcours diagnostic pour un TSA, donc trouble du spectre autistique. Et à l'époque, quand on l'a consulté, cette personne, face à la frustration, il se frappait la tête par terre ou contre les murs. Mais quand je dis se frapper la tête, c'est-à-dire qu'il faisait des hématomes. Et pour elle, tout était normal. Et on est revenu la voir plusieurs fois parce que quand même, voilà, c'est pour moi, ça me posait problème que mon enfant se mutile. Parce que c'était clairement ça. Et pour elle, non, mais c'est normal, il fallait qu'on lui fasse confiance et à force de se faire mal, il arrêterait. J'aurais pu sortir de ce dogme à ce moment-là et du coup, j'en suis pas sortie parce que on n'est pas tombé sur une pédopsychiatre qui avait assez de recul sur tout ça. Du coup, on a continué. Il y a eu des soucis en petite section, il y a eu des soucis en moyenne section. Mais du coup, ces difficultés-là que vous avez rencontrées quand il était petit, d'abord chez vous quand il se mettait en colère ou ensuite à l'école maternelle, ne venaient pas des soucis que tu avais vis-à-vis de l'éducation, mais venaient purement et simplement de ce trouble du spectre autistique et pourtant tu t'acharnais à essayer de respecter ce qui t'était indiqué en pensant bien faire. Mais en fait, il y a des deux. Parce que selon les neuroatypismes, faut pas faire de généralité. Moi, mon fils a besoin d'un cadre très strict et très ferme pour pas sombrer dans l'anxiété. Parce qu'en fait, lui laisser trop de choix, lui parler trop, lui expliquer trop les choses, ça le surcharge au niveau cognitif, ça le surcharge au niveau émotionnel et ça le perd. En fait, il est noyé dans l'océan des possibles et ça lui crée une anxiété folle. Et au final, c'est tout ce que propose le dogme, de dialoguer avec l'enfant, de lui expliquer, de partir des impulsions de l'enfant, de partir de lui comme référence, de se laisser guider par l'enfant. Au final, tout ça, associé à son neuroatypisme, ça a aggravé toute la situation. Et clairement, je pense que je me serais fait confiance dès le départ, sans tomber dans toutes ces dérives. Je pense qu'on aurait détecté plus tôt ces troubles. Il aurait été moins anxieux, il aurait moins de troubles anxieux à ce jour. C'est pas indissociable, les deux vont de pair. Vouloir à tout prix pratiquer cette parentalité positive qui est vendue comme la parentalité à appliquer, associée à la neuroatypie, ça a vraiment été le pire des cocktails qui soit pour notre mini captain. Et au final, l'électrochoc
Ce qui m'a fait vraiment sortir de tout ça d'un coup, c'est quand je suis tombée enceinte de bébé sourire. Parce que déjà avec la grossesse, j'étais plus fatiguée, donc j'étais moins disponible, moins patiente. On était rentré dans une dynamique d'hyperadaptation constante au final, où c'était l'enfant qui était le centre de nos vies. Ça a fait peser sur Mini Captain un poids énorme aussi, qui est le poids du bonheur de ses parents et que les enfants ne devraient pas avoir à porter. Et donc quand je me suis retrouvée enceinte de bébé sourire et moins disponible, j'ai ouvert les yeux sur le fait que tout ce que je pratiquais était quand même d'une violence inouïe pour moi, maman. J'étais rentrée dans une dynamique de je suis essentielle et mon fils ne peut pas être heureux sans moi et il faut que tout passe par moi parce que sinon rien n'ira jamais et jamais personne ne sera à la hauteur pour éduquer mon enfant. Et puis au regard de cette deuxième grossesse qui arrivait, tu commençais à voir se profiler le fait que tu allais devoir donner 2 fois plus d'énergie à 2 enfants de la même manière. Et c'est là que tu as dû te dire, non mais en fait, non, enfin, il y a un problème quelque part. Et puis en plus, autour de toi, tu devais quand même voir, quand Mini Captain a commencé à aller à l'école, tu devais quand même bien voir qu'il y avait nombre de parents dont les enfants allaient très très bien et qui pour autant avaient pas toujours un discours hyper à laisser l'enfant choisir lui-même, etc. Enfin, je veux dire, moi j'aurais été éduquée comme ça, enfin, ça aurait été impossible à des moments. C'est toujours ça que j'ai entendu de mes parents, en tout cas, c'est que par-delà les bases évidentes du respect de l'enfant, de l'écoute et de la bienveillance, l'enfant a aussi besoin de limites pour se construire et d'avoir quelqu'un qui est là pour mettre un cadre, entre guillemets, enfin, je pense. Mais c'est ça, en fait, l'école nous a beaucoup aidés parce qu'au final, la directrice de l'école, elle est bienveillante, mais dans le sens justement bien veiller au développement de l'enfant. Pas dans le sens de la dérive de ce courant parental, vraiment dans le sens veiller à ce que l'enfant grandisse bien pour redonner tout son sens au terme bienveillant qui est très dévoyé dans cette parentalité. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, de moins en moins de gens l'utilisent. On passe par des périphrases, on dit éducation respectueuse, éducation en pleine conscience, éducation réfléchie. Enfin, maintenant, on évite le mot bienveillant parce que dans le courant éducatif, il a tellement été dévoyé ce mot qu'il en est devenu presque tabou. Et ce qui m'a marqué quand j'étais enceinte, c'est de me dire, mon bébé nouveau-né va arriver dans ça. Et ça, c'était des crises de colère tous les jours, de la violence, parce que Mini Captain se faisait mal, nous faisait mal, jetait des objets, criait. Enfin, c'était très dur à vivre. Est-ce que tu penses que la parentalité positive, comme tu l'appliquais, était d'autant plus anxiogène pour lui du fait de sa spécificité? C'était totalement anxiogène pour lui, bien entendu. Dans les crises de violence qu'il traversait, qui sont peut-être pas plus nombreuses, mais plus intenses qu'un enfant neurotypique, parce que du coup, avec le neuroatypisme, il a une sensibilité exacerbée, et il y a des choses qui, pour un enfant neurotypique, passeraient très bien, qui, pour lui, le marquent, qu'il a besoin d'extérioriser. Et du coup, c'était totalement anxiogène de lui laisser le choix, de lui parler, de verbaliser. Quand il faisait ces crises de violence, au final, c'était sa manière à lui de venir chercher un cadre ferme, un cadre rassurant, un cadre réconfortant. Et quand j'ai commencé vraiment à mettre des limites, à plus laisser passer, à être moins disponible avec la grossesse, il a commencé à s'apaiser. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ça n'allait pas jusque-là ce que je faisais. Au final, j'avais voulu trop bien faire. Et on fait tous des erreurs, c'est sûr, en tant que parent. Ça faisait presque 5 ans, ça faisait 4 ans et demi, du coup, que j'étais là-dedans. Et du coup, au bout de 4 ans et demi, où t'as bouffé tout Fioza, Guéguen et compagnie, à chaque fois qu'il y a un bouquin qui sort sur le sujet, tu le lis. À chaque fois qu'il y a un nouveau ou une nouvelle psy qui perce un peu dans le domaine, tu lis ce qu'il écrit, ce qu'elle écrit. Quand t'as atteint la limite du truc, tu te retrouves à te dire, ok, mais maintenant, en fait, je sais pas quoi faire. Parce que t'as construit une parentalité qu'il faut déconstruire. Du coup, tu déconstruis comment, tu fais quoi, voilà. Mon bébé sourire, en fait, c'est un bébé facile. Mais il est facile parce que j'ai eu mon grand qui est neuroatypique. J'aurais commencé par bébé sourire, je pense que j'aurais galéré comme tous les parents. Mais vraiment, avec mon mari, on a l'impression d'avoir commencé notre parentalité avec un enfant en mode hardcore. Il y a le niveau tutoriel, débutant, moyen, expert, et on a commencé la parentalité en mode hardcore. Notre premier enfant est un enfant neuroatypique. Il y a plein de gens déjà qui ne comprenaient pas le maternage, l'allaitement long, tout ça, qui auraient pu nous aider, tu vois, qui auraient pu nous dire attention, là, Mini Captain, je pense que il fonctionne peut-être différemment, il y a peut-être quelque chose. Mais au final, comme ils ont tout mis sur le dos de cette parentalité que je m'évertuais à vouloir appliquer, on a mis du temps à réaliser que c'était pas un enfant tout à fait comme les autres. Et c'est quand bébé sourire est né et que tout s'est bien passé. Enfin, c'est vraiment un bébé facile. Quand il pleure, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, il suffit qu'on réponde à son besoin et puis il arrête de pleurer, tout va mieux, il redevient sourire.
Pour s'endormir, il lâchait le sein, il se tournait de l'autre côté et pouf, il dormait. Alors que mon grand, il était accroché au sein, mais 20 heures sur 24. C'était aliénant, vraiment, c'était aliénant. Et voilà, tu vois, c'est plein de petits détails comme ça, où quand je comparais Mini Captain au même âge que Bébé Sourire, j'ai compris qu'en fait, Mini Captain, il y avait quelque chose, que c'était pas un enfant comme les autres. Parce que j'ai compris qu'au final, mon Bébé Sourire, c'était un enfant normal. La plupart des parents ont des bébés comme Bébé Sourire. Et au final, moi, mon Mini Captain, il avait besoin d'autre chose. Et du coup, je savais pas comment faire, je savais pas quoi lui donner, puisque du coup, j'avais passé 4 ans et demi à construire cette parentalité dogmatique qu'on vend comme la seule et unique parentalité. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure des enfants qui ont besoin de limites pour bien se construire, il y a une image que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup parlé, que j'avais vue dans un live d'une psychologue, justement, qui parlait du chaudron. En fait, elle disait, dans le chaudron de nos enfants, on met de l'amour, on met de la confiance, on met des expériences chouettes, on les aide à se confronter au monde, on les porte. Et ça, c'est ce avec quoi ils vont se construire, c'est dans le chaudron. Le chaudron dessous, il est alimenté par l'amour parental, qui du coup est le feu qui va faire bouillir la marmite. C'est l'amour des parents, c'est un feu qui ne s'éteint pas, qui est toujours présent, qui est là et qui est justement un feu bienveillant, quoi, parce qu'on veut tous le mieux pour nos enfants. Et par contre, si on veut du coup que la potion prenne, il faut un chaudron solide. Parce que si on a un chaudron qui est trop abîmé ou qui n'est pas assez fort, du coup, la marmite risque de déborder, de fuir ou de se faire brûler par le feu de l'amour parental. Et du coup, cette image de la marmite solide, c'était justement pour parler du cadre et des limites. On n'est pas là pour façonner nos enfants façon Pygmalion, pour qu'ils deviennent ce qu'on veut qu'ils soient. C'est vrai que nos enfants, c'est important de rappeler que ce sont des êtres humains qui méritent le respect comme tout le monde. Mais nous, les premiers, adultes, on obéit à des règles, on vit en société avec des autres, on évolue dans un cadre qui a ses règles, ses codes et ses limites. Et si on transgresse le code, il y a des sanctions qui viennent et c'est pas l'anarchie. La dynamique dans laquelle on vit, elle est régie par des règles. Et du coup, maintenant, donc avec le suivi qu'on a pour Mini Captain, on a adopté cette posture de fermeté bienveillante où en fait, on offre à notre grand le cadre dont il a besoin. Au final, on applique, quand j'avais écrit mon article, j'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient, mais au final, votre démarche, c'est ça qui est réellement bienveillant. Et c'est vrai que je suis d'accord, on part de notre enfant et après, on lui trouve le cadre adapté. Mais par exemple, quand moi je dis que quand Mini Captain déborde, qu'il fait des crises, on le met dans sa chambre pour qu'il se calme, mais il y en a beaucoup, c'est de l'isolement, tu lui retires sa source d'amour, il se retrouve tout seul face à ses émotions. Pour beaucoup, c'est une violence éducative. Et pour beaucoup sur les réseaux, je suis Madame Captain pro-VO, alors que pas du tout. Je suis contente de te recevoir pour qu'on puisse dénoncer du coup la dérive qui en est liée. Comment concrètement, toi, tu peux dire aujourd'hui que ça se manifeste, surtout sur les réseaux sociaux, cette dérive-là? Comment tu le vois? Est-ce que tu essayes de lutter contre ça? Alors, c'est hyper insidieux au final sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des comptes qui sont très clairement là, justement pour maintenir ce que j'appelle le dogme, parce que c'est très lucratif. Tu le disais au début de l'épisode, c'est très très lucratif. Donc tout le monde s'autoproclame coach parental, accompagnant la parentalité respectueuse, tout ce que tu veux, parce que c'est très lucratif. Donc tu as ces comptes-là qui sont clairement identifiables. C'est si on veut te vendre quelque chose en parentalité, moi mon conseil c'est fuyer. Voilà, sur les réseaux sociaux, si on a des problèmes avec ses enfants, il y a des professionnels qui sont formés, que ça soit psychologue, que ça soit éducateur de jeunes enfants, que ça soit les PMI, que ça soit les CMPP. On a déjà des institutions en place qui sont là pour aider les parents et les enfants. Donc, ce que j'ai tendance à dire, c'est si quelqu'un veut te vendre quelque chose sur Instagram, fuis, parce que c'est pas là où tu trouveras la solution. Mais ça, ça c'est le degré 1, c'est le degré le plus visible, on va dire, de la propagation du dogme parental sur Instagram. #coaching en parentalité bienveillante, parce que ça, je l'ai vu plusieurs fois, ça fait peur. Mais bon, ça, c'est facile à repérer. Voilà, ça, c'est très facile à repérer. C'est sur ces mots que s'achève la première partie du podcast en compagnie de Madame Captain, sur ce sujet si sensible qu'est la dérive de la parentalité prétendue être bienveillante. Dans le prochain épisode, nous aborderons le sujet qui fâche. Comment les réseaux sociaux sont les premiers vecteurs de cette dérive que je n'ai pas peur de décrire comme sectaire, mais aussi pourquoi l'éducation positive soulève de vraies questions politiques. Patriarcat, classisme, validisme, biais cognitif et plus encore, la suite au prochain épisode. En attendant, je vous invite à aller suivre Madame Captain, l'un de mes comptes Instagram préférés pour sa franchise, ses coups de gueule, ses coups de cœur et son esprit critique. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à parler de Sois sage et parle fort autour de vous, me laisser un commentaire ou m'écrire, mes messages sont toujours ouverts.
À très bientôt et surtout n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort, beaucoup.